Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Il y a quelques jours, on a vu que les jardins du château de Versailles pouvaient être habités par des fantômes. Et je vous rappelle à cette occasion que si vous avez loupé des émissions d'Yves Lignon, vous pouvez les podcaster sur le site internet sudradio.fr. Les fantômes participent donc, parfois, rarement aussi, à l'histoire de Versailles. Est-ce que Versailles et ses royaux personnages de l'époque avaient eux-mêmes rencontré des entités surnaturelles ? Certains hommes politiques se sont dit influencés par des médiums. Est-ce que ceux qui ont fait l'histoire de France ont pu l'être tout autant par des revenants, des apparitions ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors avec vous aujourd'hui, on va ouvrir encore le livre d'histoire, mais pas celui de l'école. Non, pas celui de l'école, et pourtant on va quand même l'ouvrir sur une image d'Épinal. La bataille de Valmy. Oui. Vous voyez, le moulin sur la colline. C'est un moment extrêmement important de l'histoire de France, et un moment peut-être mythique. Ça s'est passé le 20 septembre 1792. Okay. Et à la suite de cette bataille, eh bien, on a aboli la royauté. Alors, il faut faire un petit cours d'histoire. Donc, 20 septembre 1792, le roi Louis XVI est prisonnier depuis le mois d'août. Mais il est prisonnier, mais il est toujours roi. Oui. Il est toujours roi. Et par contre, évidemment, les rois étrangers ont décidé de venir le soutenir. Donc, les troupes autrichiennes, les troupes prussiennes marchent vers la France. Et le gouvernement français de l'époque, le gouvernement révolutionnaire, n'a à leur opposer que ce qu'on appelle la levée en masse. C'est-à-dire, chacun prend son fusil, qui sache s'en servir ou qui ne sache pas s'en servir, et en avant. Et en face de cette troupe hétéroclite, eh bien, arrive en premier l'armée prussienne, qui est la meilleure armée d'Europe, qui est une armée qui a été fondée par le roi Frédéric II, qui est mort quelques années auparavant, et vraiment qui casse tout partout où elle passe. C'est le rouleau compresseur de l'époque. Et donc, une bataille a lieu à Valmy, et effectivement, cette bataille est gagnée par les Français de manière tout à fait inattendue, et donc les Prussiens se retirent. Oui. C'est la retraite. L'armée du peuple a battu l'armée des aristocrates, et donc évidemment, à la suite de ça, il y aura des événements politiques, on abolira la royauté. Eh ben, je suis en mesure de vous le révéler, oui. Et c'est vrai en plus. C'est qu'à Valmy, il n'y a pas eu vraiment de bataille, d'affrontement avec les sabres, les piques, les charges de cavalerie. Il y a eu, en tout et pour tout, entre les Prussiens et les Français, un échange de coups de canon, pas plus, qui n'a pas fait beaucoup de blessés. Et à la suite de cet échange de coups de canon, les Prussiens sont repartis chez eux. C'est quand même un peu extraordinaire. Ça a été rapide. Et savez-vous pourquoi ils sont repartis chez eux ? Et là, on sent le fantôme arriver. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, oui. À cause de l'intervention d'un fantôme. Oui. Parce que quelques jours avant, un fantôme était apparu au roi de Prusse de l'époque et lui avait dit, en des termes un peu moins châtiés que ceux que je vais utiliser, oui. Tu fais l'imbécile en envahissant la France. Et donc, évidemment, le roi impressionné, quelques coups de canon et hop, on s'en va. D'accord. Et c'est donc un fantôme qui a enfanté la République. Et comment on peut en être sûr de cette histoire ? Je vais vous le raconter avec des preuves et tout. Il y a des recoupements, il y a des documents, il y a des témoins. Ouais. Je vous préviens, Emmanuel, parce qu'il paraît que vous avez l'âme un peu sensible. C'est une histoire funèbre. Ah, c'est vrai ? Oui, elle fait peur. D'accord, ok. Mais elle est aussi fantomatique que réelle. Très bien, donc des preuves, des recoupements et avec une fin fantomatique mais réelle. Dans un instant, la suite des clés du mystère. On est quelques jours avant la bataille de Valmy, donc en 1792. Une soirée se passe à Verdun et un fantôme va apparaître et finalement va changer le cours de l'histoire. Absolument, absolument. C'est incroyable, on devrait enseigner ça dans les écoles, que les fantômes peuvent changer le cours de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Donc, nous sommes à Verdun, très exactement le 15 ou le 16 septembre. À un jour près, on ne connaît pas la date. Et les troupes prussiennes sont entrées en France comme dans du beurre, sans opposition.
Elles ont évidemment été accueillies par toute la noblesse royaliste avec enthousiasme. Malheureusement, peut-être que les nobles étaient des mauvais Français, mais en tout cas, ils applaudissaient les Prussiens. Et donc, il y avait partout, sur le chemin des troupes prussiennes, des réceptions en l'honneur des officiers prussiens qui venaient rétablir l'ordre en France. Et à Verdun en particulier, il y avait une très grande réception. Au point que le roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, qui accompagnait ses troupes et qui, en général, ne se montrait pas dans ses soirées au champagne, là est présent. Oui. Donc, nous sommes dans la grande salle d'un château. C'est le mois de septembre. La température est encore douce. Et puis, tout le monde est content. Tout le monde est content. Les royalistes et les Prussiens. Et donc, on boit, on mange. Et voilà que brusquement qu'apparaît dans la salle, là, au milieu de la réception, au milieu des conversations, un homme tout de noir vêtu. Alors vraiment tout de noir. La redingote, les culottes, vous savez qu'on portait les hauts de chausses à l'époque, tout noir, un jabot blanc, un tricorne noir, les manchettes blanches, donc vraiment tout à fait sinistre. Cet homme que personne n'a annoncé fend la foule, se dirige vers le roi de Prusse, et qui donc est cet inconnu, qui va vers un roi comme ça, et il lui fait un signe mystérieux, et les gens proches ont dit qu'ils avaient entendu l'homme en noir dire au roi de Prusse « Suivez-moi », sans plus. Okay. Et de devant les témoins stupéfaits, on voit Frédéric Guillaume II qui s'éloigne. Et qui le suit. Qui le suit. Mais où va-t-il? Où va-t-il? Et la suite, justement, on le saura parce que Frédéric Guillaume II le racontera à son secrétaire, à son homme de confiance. Mais voilà le roi qui s'en va, qui suit cet homme en noir, venu d'on ne sait. C'est vraiment la stupéfaction absolue, complète. Bon, mais on se dit, n'oubliez pas que c'est un milieu de nobles, que les rois ont leur fantaisie, les rois ont leur bon plaisir. Oui. S'il plaît à Frédéric Guillaume II de suivre un homme en noir, ben qu'il y aille, il reviendra bien après. En tout cas, nous servons quelques coupes de champagne de plus, parce que moins que le roi, ce qui compte, ce sont ses troupes. Et donc, Frédéric Guillaume II est sorti de la salle. Et avant de raconter la suite, il faut peut-être parler un peu de son caractère. Il était plutôt pusillanime. Frédéric Guillaume II était le neveu du grand Frédéric. Et il n'avait pas le caractère de son oncle, le caractère ferme, le caractère violent. Ouais. Vous savez que le grand Frédéric avait été confronté à une histoire de maison hantée que je raconterai un jour. Et le grand Frédéric avait résolu le problème en faisant raser la maison. Bon, ah oui, au moins, ça, c'était un homme, un vrai. Bon, mais le neveu... Action, réaction. Le neveu Frédéric Guillaume, c'était pas tellement le genre. Oui. Et donc, quand même, les gens qui le voient s'éloigner derrière cet homme en noir... trouve que le roi n'a pas l'air très à l'aise. Il suit, mais il est un peu inquiet, c'est visible. Oui. Mais enfin, encore une fois, les rois ont leur bon plaisir. Et voilà donc, derrière l'homme en noir, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume, qui suit quelques couloirs, et tout d'un coup, l'homme en noir soulève une tenture, fait un geste de la main, entrez, majesté. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Lors d'une soirée au Champagne, à Verdun en 1792, là, le roi Frédéric Guillaume II, roi de Prusse, fait un signe à un homme en noir que personne ne connaît, vraisemblablement, lui demande de le suivre. Bon, le roi de Prusse le suit, cet homme en noir soulève une tenture et le fait entrer où donc, Yves Lignon? Voilà Frédéric Guillaume qui se retrouve tout seul dans une salle particulièrement sinistre. Au mur, partout, des tentures funèbres, des cierges, comme pour une veillée mortuelle. Mais cette salle existait, enfin. Oui, cette salle existait. Bon. Il se retrouve là, tout seul. Je vous rappelle que Frédéric Guillaume, il n'avait pas le caractère solide. Ah oui. C'était un faible. Non, oui, un mou. Pas un mou, mais enfin quelqu'un d'au moins impressionnable. Okay. Il attend 5 minutes, il attend 10 minutes, rien ne se passe. Il n'y a que le grésillement des chandelles. Et au bout de 10 minutes... Et l'homme en noir, il n'est pas rentré dans cette pièce. L'homme en noir a disparu. Ok, d'accord.
Au bout de 10 minutes, Sa Majesté le roi de Prusse dit « J'en ai assez. Il suffit. » Oui, il suffit, je m'en vais. Le champagne m'attend. Oui. Si c'est une plaisanterie, elle est nouveau. Et à ce moment-là, Oui. au moment où il se redirige vers la tenture qui marque la porte, il entend une voix terrible Venu de ténèbres. qui lui dit « Reste là, Frédéric Guillaume, j'ai à te parler. » Il se retourne brusquement Oui. et qu'est-ce qu'il voit? Son oncle, le grand Frédéric II, qui était mort depuis 6 ans. Et il le reconnaît. Il porte sa vieille redingote. Il porte son bicorne. Et même, Frédéric Guillaume le racontera à son secrétaire, il est mal rasé comme d'habitude et son nez est souillé par le tabac apprisé. C'est pas possible, c'est le vrai. Et c'était vraiment comme ça qu'il était. Hein, C'est le grand vrai, Frédéric. se dit Ok. Frédéric Guillaume. Et qui se met à trembler. D'autant plus que le fantôme insiste. Le fantôme lui dit « Mais dis donc, mon neveu, tu me reconnais, oui ou non ?» Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fantôme ressemble assez peu à ce que l'on croise habituellement dans les enquêtes de parapsychologie. C'est-à-dire pourquoi Ben parce qu'écoutez, ce n'est plus, comme nous le verrons dans une autre histoire tout à l'heure, ce n'est plus une vapeur, une silhouette plus ou moins floue, c'est Frédéric II en personne, y compris avec ses traces laissées par le tabac apprisé sur son nez. C'est Frédéric II en personne, et Frédéric II, il est mort depuis 6 ans. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si vous voulez, c'est presque un Frédéric II, c'est une statue du musée Grévin, Ouais. mais qui se mettrait en mouvement. D'accord. Bon, à la place de Frédéric Guillaume, peut-être que vous, et peut-être que moi, aurions-nous été impressionnés. Oui. Toujours est-il que Frédéric Guillaume, lui, il en perd la parole. Oh, il hoche la tête. Oui, tonton, je te reconnais. Ben oui, c'est bien sûr, c'est toi. Et voilà que le fantôme, tranquille, flegmatique, se lance dans un discours Ouais. et il explique à son neveu que c'est idiot d'avoir envahi la France. Oui. Enfin, il lui tient un discours, une véritable analyse politique. Ok. Il dit c'est idiot d'avoir envahi la France. Ce qui se passe, c'est que tu vas trouver en face de toi non pas une armée de va-nu-pieds, mais en réalité toute une nation en armes. Le sentiment républicain est profond. Et donc, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de rentrer à la maison avec tes soldats. Il faut croire que Frédéric Guillaume était vraiment secoué, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce discours, dans la bouche d'un roi, Oui. même fantomatique, est un discours un peu bizarre. Frédéric II insiste. Tu as compris, mon neveu. La République, c'est inéluctable. Et il se retourne, il soulève une tenture, il disparaît. Alors je vous fais remarquer que là aussi, c'est tout à fait inhabituel pour un fantôme. Il ne se dissout pas dans l'éther. Il soulève la tenture et il s'en va. Bon, la suite, vous la connaissez. Effectivement, pendant 3 jours ou 4 jours, dans la tête de Frédéric Guillaume, ça a tourné. Il réfléchit. Qu'est-ce que me raconte le fantôme de tonton? Qu'est-ce que me raconte le fantôme de tonton? Et quand la bataille de Valmy a eu lieu, après qu'un échange de coups de canon, 3-4 coups Frédéric de canon, Guillaume et hop. a dit, bon, ça y est, on rentre à la maison. Ouais. Alors, ce serait extraordinaire si le fantôme était vraiment un fantôme. Mais en réalité, il y a des historiens, notamment le célèbre historien Le Nôtre, qui se sont penchés sur l'affaire. Donc on a retrouvé le pauvre Frédéric Guillaume II. Il a fallu qu'il raconte à quelqu'un, je dis, c'est l'émotion. En l'occurrence, à son secrétaire. Il a raconté à son secrétaire. Et en cherchant, Georges Le Nôtre, un grand historien du début du XXe siècle, a découvert qu'à l'époque où cette scène s'est déroulée, eh bien, un acteur célèbre était absent de Paris. Ses amis ne savaient pas où il était passé. Ouais. Et cet acteur avait très souvent joué le rôle de Frédéric II. Autrement dit, il s'agit d'une manipulation. Il Ni y a plus, un ni moins. acteur qui a été payé pour faire peur à Frédéric Guillaume. Et Voilà. ça a marché. Et on pense que celui qui a monté toute la machination, c'était Fabre d'Églantine.
Favre, le gentil troubadour, celui de Pluviose, Nivose, Ventose, celui de Il pleut bergère, mais Fabre d'Églantine, qui était aussi un homme politique et un homme de théâtre, donc ayant connu cet acteur, il a dit tu vas partir à toute allure, puisque tu as l'habitude de jouer Frédéric II, tu vas le jouer une fois de plus. Et ça a marché. Ah bah dites donc, c'était une belle histoire, vous nous l'avez bien racontée. C'était même à se demander si vous y étiez pas dans cette pièce, vous y étiez pas, Yves. Ah non, parce que là... 1792, non, la 1792, bon, à l'époque déjà, je m'intéressais un peu à la question, mais enfin, non. Allez, dans un instant, on traverse la Manche pour rencontrer des gens, les Anglais, qui sont plus habitués que nous aux fantômes. Allez, on a traversé la Manche, on est en Angleterre, où on croit beaucoup plus qu'en France aux fantômes. Alors d'abord, Yves, pourquoi est-ce qu'on croit plus aux fantômes? Il y en a plus là-bas. Est-ce que parce que la Grande-Bretagne est un pays de brouillard? Ah oui, c'est ça, oui. Bon, peut-être que... Ouais. Mais il y a plus de témoignages? Une nappe de brouillard, ça peut forcément être pris pour un fantôme, en faisant un petit effort. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être est-ce dû à un fond ethnologique, folklorique, mais ça, c'est pas moi qui vais l'étudier. Oui, bien sûr. Bon. Mais il y a plus de témoignages là-bas qu'ici. Non, voilà. Ce qui influence, c'est le fait que la parapsychologie scientifique est née en Grande-Bretagne. Ah. Le premier laboratoire a été créé à Londres en 1882. D'accord. Et que ce laboratoire a commencé par enquêter sur des histoires de fantômes, sur des histoires liées à la mort. Donc c'est pour cela aussi que nous avons beaucoup de dossiers en provenance de Grande-Bretagne. D'accord. Il y a des tas et des tas d'histoires de fantômes. Il y en a de très belles. Il y en a qui sont évidemment soigneusement entretenues par les offices de tourisme. Évidemment, évidemment, ils ont tout à gagner. Bon, il y en a qui sont empruntés à l'étranger. Hamlet, la célèbre pièce de Shakespeare, c'est avant tout une histoire de fantôme. Ouais. Mais elle est empruntée à des légendes danoises. D'accord. Et ainsi de suite. Bon, alors Yves, là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1882, justement, juste au début de ces enquêtes. Donc, on a vu dans les journaux apparaître, si vous avez une histoire de fantôme à nous raconter, eh bien, nous sommes la Société de recherche psychique, nous sommes un organisme scientifique, venez nous raconter votre histoire. Et à ce moment-là, donc, une jeune fille qui s'appelle Rose Despard et qui est étudiante en médecine. Elle est en train, en 1882, de terminer ses études de médecine. Elle va obtenir son diplôme et c'est donc une situation assez particulière pour l'époque. Elle dit, voilà, je vais vous raconter, monsieur, elle prend sa plus belle plume, elle écrit, je vais vous raconter l'histoire que ma famille et moi avons vécue il y a quelques années dans la ville de Cheltenham. Et donc, cette ville, qui est située grosso modo entre Londres et le Pays de Galles, cette ville est le siège d'une petite université. Et c'est pour ça que la famille de Rose Despard est venue s'installer, parce que dans cette petite université, on a accepté que Rose s'inscrive à la faculté de médecine. Du coup, toute la famille a déménagé. Toute la famille a déménagé. On s'est installé dans une maison. Et dans cette maison, on sent une présence. Une présence, mais c'est une impression très drôle, c'est une impression très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, sentir une présence? L'impression de ne pas être seul. L'impression qu'il y a quelqu'un aussi. L'impression d'être suivi, mais peut-être? Mais pourquoi y aurait-il quelqu'un? Vous êtes assis, là, dans le salon, en famille, vous prenez le thé. Si vraiment il y avait quelqu'un, on le verrait. On ne voit personne, et pourtant, on a la sensation que l'on n'est pas seul. Alors, un psychologue canadien qui s'appelle Michael Persinger a étudié ce type de situation, parce que c'est assez fréquent. On dit, je ne suis pas seul, ce n'est pas possible, il y a quelqu'un ici et je ne vois personne. Ouais. Donc il a étudié ce type de situation, il a fait beaucoup de psychologie, il a envisagé des dysfonctionnements du cerveau, etc. Mais peut-être que ça ne s'arrête pas là. Parce que cette présence, elle est permanente. La première fois, la famille Despard s'en est aperçue en prenant le thé. C'était tout au début. On s'installe, on inaugure la maison. Le premier thé familial. Et là, c'est très drôle. Il y a quelqu'un. Mais ensuite, la présence, on va la sentir à l'heure du repas. Maman Despard va la sentir quand elle va être à la cuisine. Et tout le monde sent cette présence. Tout le monde dans toutes les sent pièces. cette présence. Mais personne ne voit rien.
Mais ils en parlent en famille. Ils en parlent, oui, mais sans être effrayés. C'est drôle, quelle impression on a dans la nouvelle maison, comme s'il y avait quelqu'un qui y était déjà. Mais ça ne prête pas à s'inquiéter. Ouais. Mais c'est drôle, Oui. ça intrigue. Et donc, Rose, qui est l'intellectuelle de la famille, elle va forcément mener l'enquête. Sud Radio, les clés du mystère. Nous sommes en 1882, nous sommes en Angleterre. En Angleterre, à cette époque-là, on s'intéresse aux fantômes et un laboratoire de recherche psychique cherche des témoignages. Une certaine Rose Despard va raconter son histoire familiale parce que toute la famille est unanime. Dans cette nouvelle maison, il y a une présence. Non, on a une sensation de présence. Oui. Ce n'est pas du tout pareil. Oui. Et dans toutes s'il les y a pièces. une présence, Oui. s'il y a une entité, s'il y a tout ce que vous voulez, ça peut s'objectiver. Et donc, bien que nous soyons en 1882, on n'a pas encore de caméra à infrarouge, mais vous allez voir que Rose va réussir à objectiver la présence. Parce qu'elle va faire donc son enquête, sa Elle va propre enquête. faire son enquête. Donc, cette présence, dès le premier mois, Rose elle-même a l'impression qu'elle prend forme, qu'elle se matérialise. Au détour des couloirs, la maison est grande, elle est très confortable, mais c'est une maison ancienne, donc il y a des couloirs, il y a des pièces. Quand Rose se déplace, quand elle porte une pile de linge, par exemple à la demande de sa mère d'un endroit à l'autre, elle a l'impression, quand elle tourne un couloir, qu'elle voit quelqu'un s'en aller. Ah oui. Mais quelqu'un, c'est très vif, c'est très rapide, Oui, c'est furtif. fugace, mais il y a quelqu'un qui s'en va. Et elle en parle aux autres membres de la famille. Elle dit, mais là, j'ai vu comme c'était peut-être une femme, j'ai vu un coin de robe, etc. Les autres membres de la famille, notamment les enfants plus jeunes, se mettent à dire qu'ils voient aussi cette présence. Mais qu'est-ce que ça prouve? On est peut-être en train de tomber dans le délire collectif. Bien sûr. Donc ça ne prouve absolument rien. Donc Rose, étudiante en médecine, froide, posée, n'en parle plus. Mais elle voit toujours, brusquement, c'est toujours très brusque. On rentre dans une pièce, il y avait quelqu'un là à l'instant dans cette pièce. Et pourtant la pièce est vide. Et si quelqu'un avait été là, il ne pouvait que sortir en me croisant sur la porte. Donc elle décide qu'une nuit, pourquoi cette nuit? Mais elle va veiller. Et tant pis, elle ne se couchera pas. Elle ne dormira elle pas. Elle passera la nuit blanche. Et donc, la soirée commence, les parents se retirent, les enfants se retirent, et Rose est dans sa chambre. De temps en temps, elle ouvre la porte pour regarder dans le corridor, si elle va pas voir cette espèce de femme. Ça peut être une femme, mais qu'est-ce que c'est? C'est une illusion, c'est un jeu de lumière qui s'enfuit. Et puis d'un seul coup, elle entend. Et alors c'est la première fois que quelqu'un de la famille entend. Rose entend un bruit de pas. Jusqu'à présent, il n'y avait que ce qu'on pourrait prendre pour des hallucinations visuelles, pour des troubles psychologiques. Mais là, il y a un bruit de pas. Donc, si vraiment c'est dans la tête que ça va mal, ça va de plus en plus mal. Oui, oui. Parce qu'après la sensation, après l'hallucination visuelle, on en arriverait à l'hallucination auditive. Et donc, un bruit de pas, quelqu'un s'approche. Et là, sortant du coin du couloir sur sa gauche, eh bien, Rose acquiert une première information. Comme aurait dit Georges Brassens, le fantôme est du beau sexe. Il y a une jeune femme qui s'avance. Rose ramène la porte, mais sans la fermer complètement, bien sûr, elle veut voir. Cette jeune femme parcourt le couloir très lentement. Elle porte une robe qui date d'environ 50, 100 ans. Rose est une étudiante, elle n'est pas très portée sur la mode. En tout cas, elle sait que ce n'est pas une robe de maintenant. Et elle tient un mouchoir sur son visage. Wow. Je ne sais pas, vous allez me dire, Manu, que vous auriez refermé la porte et pris quelque chose pour dormir. Mais à l'époque, nous sommes en 1882, si on pouvait refermer la porte, on ne pouvait pas prendre un cachet pour dormir. Et Rose n'avait peut-être pas le caractère de Manu. Donc, elle en même temps, Manu ne vous a rien dit, là, sur le coup. Non, mais comme ça. D'accord. Et donc, Rose
enfile un peignoir, Ouais. prend un bougeoir, Oui. et au lieu de refermer la porte, l'ouvre complètement, Oui. puisque bien entendu, elle va suivre le fantôme. Une sensation de présence, un fantôme dans une maison et une jeune femme, une étudiante en médecine, qui décide de mener l'enquête et de veiller toute une nuit. Elle voit effectivement le fantôme, se rend compte que c'est une femme et décide de la suivre dans le couloir de la maison. Et donc elle la suit, mais à quelques pas seulement, le bougeoir à la main. Et elle prend bien garde, Rose, de ne pas s'approcher trop près, de ne pas faire grincer une marche, parce que le fantôme est en train de parcourir toute la maison, En marchant tranquillement ? en marchant tranquillement, Oui. avec Rose derrière lui, à 3 mètres peut-être. Quelquefois, le fantôme prend un coude dans un couloir. Ah bon ? Et bien sûr, le fantôme tourne à droite. Oui, d'accord. Et Rose qui arrive, Ouais. tourne à droite à son tour et voit toujours le fantôme devant elle. Et ainsi, on parcourt la maison, sur le rez-de-chaussée, l'étage. On monte, on descend, on circule, on repasse à un endroit auquel on est déjà passé. Et le fantôme est là, marche. La seule différence entre Rose et le fantôme, vous allez me dire, c'est que Rose est bien vivante. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout que Rose est pieds nus. Elle ne veut pas faire de bruit. Elle veut pas, dans le fond, faire peur au fantôme. C'est le monde à l'envers. Alors que les pas du fantôme, Rose les entend très nettement. Et puis, ça dure un bon moment, peut-être demi-heure, la bougie s'éteint. La Oh, bougie mince. que Rose tient à la main s'éteint. Donc on est dans le noir, Oh, purée. et Rose n'entend plus que les pas du fantôme. Mais là, évidemment, elle renonce à continuer sa filature, puisque dans le noir, elle risquerait de se heurter à un meuble, etc. Donc elle entend les pas du fantôme qui s'éloignent. Et le lendemain, eh ben, elle va se coucher, Rose, tranquillement. Tranquillement ou interloqué quand Non, même non, tranquillement, en disant, bon, ben, le dossier du fantôme de la maison avance. J'ai enfin vu quelque chose. D'accord. Mais ça ne lui suffit pas. Évidemment. Et donc, le lendemain, elle va vivre une autre expérience. Toujours la nuit ? Toujours la nuit. Elle se dit, après tout, ce fantôme, s'il sort la nuit, pourquoi pas, cette dame avec son mouchoir contre le visage. Et donc, elle tend dans un escalier des fils de laine. Très intelligent, Et elle attend. Bon, vous vous doutez de la suite. bien sûr. Elle a vu le fantôme arriver. Elle a vu le fantôme descendre l'escalier. Et elle a retrouvé les fils de laine brisés. Donc quelqu'un était bien passé par là. Et c'était de toute évidence pas un membre de la famille. Vous allez me dire, est-ce que ça n'était pas un de ses jeunes frères qui jouait une blague à Rose? Bah oui. Eh bien non. Et pour quelle raison ? Eh bien non, parce que Rose a fait son enquête. Et elle a appris qu'une 50aine d'années d'avant, la maison était occupée par une femme vivant seule, morte d'alcoolisme, Ouais. qui, à la fin de sa vie, donc perdait un peu les pédales à cause de l'alcoolisme, était obsédée, bien avant nous, par la pollution, avait toujours peur de respirer quelque chose de travers, Ouais. et donc se déplaçait sans arrêt Non. quand elle sortait de la maison, quand elle allait faire ses courses, etc., avec un mouchoir Incroyable. plaqué sur le visage, comme le fantôme. Exactement. Alors, vous allez me dire, c'est une histoire... Bon, tout repose sur le témoignage de Rose. Oui, et puis quand même, c'est bizarre, un fantôme qui fait du bruit comme s'il avait des chaussures Oui, en réalité. parce que par la suite, je ne vous ai pas raconté comment a fini l'histoire. Oui. Rose a guetté toutes les nuits. Oui. Elle a vu le fantôme et il était de plus en plus vaporeux. Et puis finalement, elle n'entendait plus que les pas Oui. et elle ne voyait plus rien. Et puis finalement, elle n'a plus rien entendu. Comme si le fantôme avait dit, bon ben on a reconnu quoi, on a pris acte de ma présence, je n'ai plus à me manifester. D'accord. Alors, c'est une histoire qui repose évidemment sur Un seul témoignage. un seul récit, celui de Rose d'Espard, complété par les témoignages de la famille, l'impression de la présence. Bon. Vous savez que moi, je n'aime pas les récits qui reposent sur un seul témoignage. Évidemment. Mais là, nous sommes dans une situation différente. N'oubliez pas que c'est celui
d'une des premières femmes médecins britanniques. En 1882, comme aurait presque dit Coluche, quand on voulait être tout bib, c'était dur, mais quand on était femme et qu'on voulait être tout bib, ça l'était encore plus. Oui. Donc c'est un récit qui nous est fourni par quelqu'un d'équilibré et d'une intelligence quand même hors du commun, et surtout d'une volonté hors du commun. Oui, c'est bref, quelqu'un qui a donc forcément les pieds sur terre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce récit est crédible. Et puis vous savez, je ne suis pas le premier à le retenir. Oui. Il a été enregistré par ce fameux centre de recherche anglais, qui est un phare pour les chercheurs en parapsychologie. Donc j'ai derrière moi une caution prestigieuse. Très bien. Une belle histoire. Alors évidemment, cette étudiante en médecine a mené donc l'enquête toutes les nuits. Finalement, elle a eu son examen ou pas? Évidemment. Tant mieux. Allez, c'était une belle histoire, bien sûr, podcastable sur le site internet sudradio.fr. On vous retrouve demain à partir de 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.